prédication et le thème de la prédication, c'est la discipline parentale. Oh, tout qu'un sujet. Et là, quand j'ai commencé à préparer le message, je me suis dit, James, dans quoi tu t'es embarqué? C'est dangereux de parler de ça. Parce que tu ne sais pas exactement, écoute, on a différentes cultures, comment ça marche en Afrique, la discipline parentale. Comment ça marche au Québec présentement. Comment ça marchait en 1950, la discipline parentale. On a des personnes comme M. Carouette, Rémi, qui sont plus âgés, M. et Mme Lacaze, oh, qui n'ont pas eu la même éducation parentale que moi j'ai eue. Oh, les taloches, ça veut dire une claque. Okay? Une taloche, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est une claque. Tu as des petites, des moyennes, des grosses taloches. Et quand ton père disait tu vas en manger toute une, ça veut dire que tu étais dans la misère. Ouais, là, c'est la claque. Alors, je vais vous dire une série de mots et vous allez me dire lequel dans ces mots-là ont une connotation négative. Amour, rire, chaleur humaine, caresse, cadeau, temps de qualité, parole d'encouragement, service rendu, correction. Lequel de ces mots-là a une connotation négative? Correction. Faux! Il n'y a aucune connotation négative dans aucun mot. Quand vous corrigez une faute de français sur une page, ça veut-tu dire que c'est négatif? Quand vous corrigez le tir parce que vous avez fait une erreur, est-ce que c'est négatif? Non. Voyez-vous, on associe tout le temps correction, discipline, négatif, et c'est dangereux. Ou tu es dans la misère noire. C'est justement ça. Il faut changer notre perspective, notre façon de voir les choses. Je vais vous demander ce matin de mettre votre éducation que vous avez reçue, mettez ça à poubelle de côté. Pourquoi? Parce que si tu prends un verre qui est déjà plein, avec du gravier, des cailloux, toutes sortes de choses, et que là, tu essaies de mettre de l'eau propre, claire dedans, qu'est-ce qui va arriver? Tu n'en mettras pas beaucoup d'eau. Et ça va faire un mélange vaseux. Tandis que si vous jetez les choses, pas entièrement, mais si vous jetez tout, que vous dites, maintenant je recommence à zéro. Je repars à zéro sur des bonnes bases. Et, je vais vous dire pourquoi. Qui est capable de lever sa main me disant que ses parents leur ont donné une éducation hors norme, parfaite, sans défaut, sans problème? Que vous avez vécu une enfance heureuse, incroyable. Levez la main. C'est pour ça que je vous dis, on va prendre notre verre, on va le jeter. On va le nettoyer, puis on va repartir à zéro. Pour pas que ce qui s'est passé dans notre passé, nous le refassions. Nous recopions les erreurs qui ont été faites par les plus vieux. Et c'est bien de faire ça. On peut mettre le pied sur le break, sur les freins, bon français. Les pieds sur le frein d'une mauvaise éducation. Qu'est-ce que le mot discipline? Et vous allez voir, notre verre, on va commencer à le remplir comme il faut. Le mot discipline, c'est quoi? Frapper son enfant avec un bâton? Ou former, éduquer, appliquer des gestes pour atteindre un but positif pour et dans l'enfant pour son bonheur. Oh! Je répète la définition de ce que c'est la discipline. C'est former, éduquer, appliquer des gestes pour atteindre un but positif pour et dans l'enfant pour son bonheur. Oh! Là, on commence à jaser qu'est-ce que c'est la réelle discipline. Est-ce que Dieu nous discipline? Oui. Donc, il nous frappe à grands coups d'éclair qui tombent du ciel pour qu'on ait vraiment mal, puis qu'on se souvienne qu'on a fait mal. Ou c'est plutôt, comme à l'exemple de notre Père Céleste, que Dieu veut nous former, nous éduquer, il applique des gestes concrets pour atteindre un but positif chez nous.
dans notre vie et pour nous. Si notre Père céleste agit comme ça, pourquoi on n'agirait pas avec nos enfants terrestres la même chose? Vrai ou faux? Si nous corrigeons nos enfants, vont-ils nous haïr plus tard? Si on les corrige, est-ce que nos enfants vont nous haïr plus tard? Faux. Si nous les frappons à coups de bâton, il y a des chances que oui. Mais corriger et frapper, c'est pas ça, là. On est à l'extrême opposé. C'est quoi le but? Le but de la discipline parentale. Que l'enfant apprenne quoi? Un comportement responsable envers la société. Premier but. Deuxième, éviter des problèmes pour lui-même et pour les autres. Un jour, il y a quelqu'un qui m'a posé la question, pourquoi tu as corrigé ton enfant? C'est pas compliqué. Il ne tente pas qu'il aille voir monsieur ou madame le juge plus tard. Et vous allez voir tantôt de quoi je parle. On discipline un enfant et on le corrige pour qu'il apprenne à devenir maître de lui-même. Maître de lui-même. Imaginez-vous un enfant qui fait une crise de nerfs, qui, comme on dit au Québec, il fait le bacon à terre, puis il bouge, puis il n'arrête pas, puis il n'arrête pas. On ne discipline jamais, on ne dit pas, hey, c'est pas comme ça qu'on fait les choses. Et là, on le laisse faire. Ça va être quoi plus tard, quand quelqu'un va lui dire non? Oh, il va y en avoir des tranches de bacon partout à terre. Parce que le monde, on dirait qu'aujourd'hui, tu lui dis non. Hey, ils ne sont pas maîtres d'eux autres. Apprendre à devenir constructif aussi pour les autres. Apprendre à devenir constructif pour les autres. C'est pour ça qu'on discipline et on corrige les enfants. Apprendre aussi aux enfants à se responsabiliser eux-mêmes. Avoir remarqué aujourd'hui, c'est toujours la faute des autres. Pourquoi? C'est toujours la faute de tout le monde, sauf de nous. Pourquoi? Parce que il y a eu un manque à gagner dans l'éducation parentale. Et je vais vous dire de où ça part, tantôt. Autrement dit, il faut qu'on leur renseigne à passer de la discipline parentale à la maturité de l'autodiscipline. On a un travail à faire. On commence par la discipline parentale, mais notre but positif est d'atteindre quoi? Qu'ils soient matures de façon autodiscipline. Qu'ils s'autodisciplinent eux-mêmes. Et si on leur enseigne rien, qu'est-ce qui va arriver? Plus tard, gros et grave problème. Et comment on fait ça? C'est quoi les outils qu'on utilise pour corriger? On utilise en premier lieu notre exemple. Et les enfants, c'est pourquoi c'est des parfaits photocopieurs. Demandez à ma femme voir si mes deux filles n'ont pas des ressemblances avec moi. Vous pouvez être sûr, certain que mes deux filles, là, elles ne sont pas venues au monde d'un autre père. C'est moi. Ils ont les manières, ils ont les tics, ils ont les ressemblances. Puis moi, quand je regarde mes filles, je vois, après moi, tu as été faite par ta mère, toi. Ils ont des tics, des manies, ou des fois, je les agace, puis là, quand mes filles commencent à me dire des affaires, là, je dis, Suzy, sors de ce corps. On dirait qu'ils sont possédés par l'esprit de leur mère. Ils ressemblent à leur mère. Voyez-vous? Ils voient nos exemples et c'est des parfaits photocopieurs. Ils représentent des choses. Même tout petit, tu regardes, ça ressemble à ta mère. Ou des fois, je dis à ma femme, quand elle dit quoi, mais qu'elle fait quoi, des fois, j'ai dit, je me retourne dans mon lit, je la regarde, toi, on dirait que je dors avec ta mère ce soir. Ou des fois, je dors avec ton père. Tellement ressemble à son père, à sa mère, qu'on dirait des fois que j'étais avec ma belle-mère. Des fois, j'étais avec mon beau-père, tu sais. Elle ressemble beaucoup. Ça ressemble. Il y a des exemples. Je vois ma femme faire des choses que je vois ma belle-mère faire. Et puis, je vois, OK, c'est vrai. C'est vraiment des photocopieurs des enfants.
Donc, on parle en premier, on conduit nos enfants avec quoi? Premier, nos exemples. La deuxième, c'est nos paroles, nos gestes et nos réflexions à haute voix. Des fois, on a des grands discours, des fois, on réfléchit à haute voix, on dit une phrase. Nos enfants emmagasinent ça. Et observent tout, et savez-vous quoi? C'est des éponges qui retiennent tout. Et soyez sûrs et certains qu'un jour, vos enfants vont vous sortir des choses. En pleine figure, ça va faire « Oh, hey, tu n'avais pas vu ça. Ouais, mais c'est parce que toi tu l'as fait ou toi tu l'as dit. » Fait que nos enfants apprennent de même. Dans l'éducation parentale, dans la discipline parentale, on va être amené à faire quoi? On va être amené à l'amélioration. On va toujours travailler dans le sens de l'amélioration continue de quoi? De mauvaise conduite, de mauvaise réflexion, d'idées noires qu'ils peuvent exprimer. Savez-vous combien de jeunes se suicident au Québec 10, 11, 12, 13 ans? C'est des centaines par an. Vos enfants développent des idées noires. Des fois justifiées, mais des fois injustifiées. Et le constat qu'on voit souvent, c'est les parents, et l'affaire la plus triste au monde, le jeune s'est suicidé, et les parents, le premier constat qu'ils remarquent, j'ai pas vu venir ça du tout. Comment est-ce que j'ai pas pu être à l'écoute? Comment ça s'est arrivé? J'ai rien vu aller. Et ça peut tous nous arriver. Même si on est des bons parents, qu'on a à cœur vraiment nos enfants, ça peut arriver. Et je souhaite ça à personne que nos enfants se suicident. C'est l'affaire la plus dramatique, je pense, qui peut arriver. C'est terrible. Puis aussi, on doit travailler dans l'amélioration continue vers une attitude de plus en plus améliorée envers eux-mêmes et envers les autres. Mais là, je vais vous dire quelque chose. Et ça, c'est d'une importance capitale. 3 mots. Attention, attention, attention. Si le réservoir d'amour de vos enfants est vide, la discipline que vous ferez ne fonctionnera pas. C'est la même chose qu'un moteur. Un moteur, enlevez l'huile de votre moteur d'automobile. Et ensuite, quand le moteur est vide d'huile, partez sur la route avec. Qu'est-ce que vous pensez que ça va faire? Ça va faire un petit bout. Ça va faire vraiment un petit bout. Mais à un moment donné, qu'est-ce qui va arriver? Les pistons vont gonfler par la chaleur et ils vont se coincer. C'est ça, Patrick? En gros mots, c'est ça. Je ne connais pas grand-chose de mécanique, mais au moins, ça, je le sais. Mais pas parce que je l'ai fait. J'ai toujours vécu dans mon vie. Mais avec l'éducation parentale, c'est la même chose. Si le réservoir d'amour de vos enfants est vide, vous essayez de corriger pour un bout. Vous disciplinez. Autrement dit, ça va faire comme un moteur. Ça va figer votre moteur, votre enfant. Ça va être le pire dérapage que vous aurez jamais vécu dans votre vie. Tout simplement, tu sais, on voit souvent les crises d'adolescence. On entend souvent parler de ça. Ah, il est dans sa crise d'adolescence. Non. Son réservoir d'amour est vide. C'est juste ça le problème. Vous voulez éviter des crises d'adolescence? Remplissez le réservoir d'amour de vos enfants. Et quand vous allez leur dire quelque chose, oh, ça va être différent. Je vous le dis. Je vous le dis. Et une autre chose qui est excessivement importante. Je vais vous dire une grande vérité, et celle-là, elle est très à retenir. Souvenez-vous toujours à quelle hauteur vos yeux regardent, comment ils regardent et ce qu'ils projettent comme film. Et je vous explique. Je vous le redis. Souvenez-vous toujours à quelle hauteur vos yeux regardent, comment ils regardent et ce qu'ils projettent comme film. Je vous ai dit que vos yeux étaient des projecteurs de film. Quand ils sont petits,
Je vous ai dit, souvenez-vous toujours à quelle hauteur vos yeux regardent. Quand ils sont petits, vous regardez comme ça. Comment ils regardent? Ou avec un autre regard. Et c'est quoi les yeux? Quel film je projette dans le cœur et dans la vie de mes enfants? Et souvenez-vous une chose, qu'on récolte toujours ce qu'on sème. Dites-vous une chose. Ma belle-sœur qui est là, la première fois que je l'ai rencontrée, elle était grande comme ça. Elle avait 12 ans, toute petite fille. À vous pensez si j'y avais fait une niaiserie, ben des coups de vraiment. La sœur a la même grandeur que moi. C'est une femme, elle est capable d'analyser, elle me regarde dans les yeux. Oh! À vous pensez, si Mathurin était tout petit, quand il était petit, puis moi j'étais son père, on regarde ma mère, puis là, aujourd'hui il est plus grand que moi. Qui va rire? Mathurin me regarderait, toi, James, là. Il est plus grand que moi, ça. Voyez-vous, on récolte toujours ce que l'on sème, tout le temps. Donc, il faut se souvenir à quelle hauteur on regarde. Souvenez-vous une chose, que petit enfant poussera et deviendra grand. Et n'oublions jamais une chose, c'est que nos enfants vont devenir plus intelligents que nous, plus vite que nous, et plus forts physiquement que nous. Avoir une chance si vous avez maltraité vos enfants. Si vous n'avez pas agi comme il faut avec vos enfants. Vous récolterez ce que vous aurez semé. Monsieur Lacasse, combien de fils avez-vous? Un. Est-ce qu'il est plus fort que vous? Il n'a pas essayé. Moi, je suis sûr qu'il est plus fort que vous. Monsieur Cahouette, vous avez 4 garçons? Oui. Vos 4 garçons sont-ils plus forts et plus vite que vous? Il y en a un qui lève des gros. Ben, moi aussi, je suis capable de lever 500 poids d'un coup. Je pars, hein? On va à l'épicerie, puis je pogne une canne dans la tablette. Je lève 500 poids d'un coup. Ça, c'est ma petite blague qui n'a pas rapport à notre éducation. Et là, c'est ça les deux principes hyper importants. Le réservoir d'amour, il faut qu'il soit plein pour nos enfants, parce que le moteur. Et de l'autre côté aussi, il faut toujours regarder comment on regarde, à quelle hauteur ils vont grandir, ils vont pousser. C'est quoi les films qu'on aura projetés dans leur cœur, dans leur vie. Et ça, c'est primordial. Et je vous parle par expérience. Ces principes-là, je les ai toujours appliqués avec mes deux filles. Pas de façon parfaite. Le prédicateur n'est pas parfait. Il fait juste prendre ses connaissances et son expérience et il vous le partage. Partage. Il y en a un seul sur terre qui pourra venir prêcher avec perfection, c'est Christ. Et je vous parle par expérience quand je vous sais sauver. Maintenant, la discipline et la société. Je vais vous dire, savez-vous pourquoi? Savez-vous pourquoi que les parents ont tellement de misère avec leurs enfants aujourd'hui? Et avec leurs adolescents? Savez-vous pourquoi que les professeurs sont rendus à bout, sont rendus au bout du rouleau, les professeurs? Il manque des professeurs en fou. Savez-vous pourquoi? Pourquoi ils ont affaire avec des parents complètement stupides qui pensent que les professeurs ont toujours tort et les enfants ont toujours raison? Et ça, c'est une pensée complètement stupide. J'ai entendu dire une histoire un jour. Il y a une jeune fille qui s'était fait apprendre à faire une chose qui n'était pas correcte. La maman est venue à l'école, la directrice a expliqué le problème. La jeune fille a dit oui, c'est vrai, je l'ai fait. La mère a dit non, c'est pas vrai que tu n'as pas fait ça, parce que je ne t'ai pas éduqué comme ça. La petite fille a dit ben oui, maman, je l'ai fait. Tais-toi, c'est pas vrai! L'enfant avoue, la directrice lui montre les faits, le parent complètement aveuglé par je ne sais pas trop quoi. Les aînés sont maltraités et vus comme des non-productifs que nous devrions nous débarrasser au plus vite. Pourquoi c'est comme ça? On les stationne, on les parque dans des maisons, j'appelle ça des mouroirs. On s'en occupe plus, on s'en débarrasse. Pourquoi c'est comme ça?
Les lois des policiers sont plus respectées. Le monsieur qui s'occupe ici de la salle est un ancien policier. Il dit, quand j'ai commencé ma carrière comme policier, on arrivait, les policiers, c'était vous. Est-ce que vous voulez, on disait de quoi un jeune, ou on disait de quoi quelqu'un, on était très respectés. Aujourd'hui, les policiers, tous les jours, il y en a qui meurent à coups de fusil. Ils se font tirer dessus, puis ils se font tuer, juste parce qu'ils sont policiers. Et pourquoi c'est rendu comme ça? C'est quoi le point déclencheur qui fait qu'on est rendu comme ça aujourd'hui? Les crimes de plus en plus violents et dégradants sont de plus en plus à tous les jours là. Et pourquoi c'est comme ça? La vie humaine a plus d'importance aujourd'hui. Pourquoi c'est comme ça? À Lévis, il y a une personne par jour qui se suicide, puis qui s'en suicide? L'OMS vient de décrire, vient d'envoyer une recommandation. Jusqu'à l'âge de 9 mois du fœtus, il recommande aux médecins de pratiquer des avortements. 9 mois. C'est un humain, 9 mois. Êtes-vous rendu fou? Mais c'est comme ça. Tant longtemps que le fœtus est rendu dans le ventre de la mère, même une journée avant qu'il sorte, ils peuvent détruire le fœtus. L'enfant qui est là, c'est un être humain. C'est de la folie. Mais pourquoi c'est rendu comme ça aujourd'hui? La drogue, l'alcool, le jeu, la dépression, la violence conjugale font des ravages dans le monde entier. Et pourquoi c'est comme ça? Il y a une raison. Et cette raison-là part du 18 mai 1968 par un slogan qui a été dit en France par un humoriste qui s'appelle Jean-Yann sur les ondes de RTL. Et ça a été comme un vent qui transporte une odeur à travers le monde entier. Et c'est un slogan qui paraissait tout à fait banal, mais qui a complètement changé l'histoire dans laquelle on se trouve présentement. Et le slogan, c'était « Interdit d'interdire ». Interdit d'interdire, le 18 mai 1968. Et savez-vous pourquoi que ce slogan-là a été dit? Tu sais, tantôt, quand je vous ai parlé du moteur qui n'a pas d'huile et qui un jour fige, souvenez-vous comment les parents corrigeaient et disciplinaient leurs enfants en 1930, 1940, 1950. Comment ils étaient? Je vais vous expliquer un fait qui s'est passé dans ma famille. Ma mère, à l'âge de 13 ans, elle a dit simplement à mon grand-père, « Papa, hein, t'es donc bien petit, comment ça que t'es petit comme ça? » Il avait un complexe. Mon grand-père, la réaction qu'il a eue, il a pas eu ma mère, il l'a couché à terre, puis il l'a frappé à grand coup de poing dans la face, puis à grand coup de pied. C'est comme ça, à coup de poing, à coup de pied, à coup de strappe de queue, à coup de bâton. C'était le même que la génération avant faisait les choses. Il disait, nous avons juste connu ça, nous. Donc c'est comme ça que ça devrait marcher. Le verre était plein de cochonneries. Il ne faut pas dire d'autre chose. Maintenant, aujourd'hui, pourquoi en 1968, ma mère est née en 1952, pourquoi cette génération-là a dit interdit d'interdire? Parce que c'était en réaction, parce qu'il n'y avait pas d'huile dans le moteur. Le réservoir d'amour des enfants de cette époque-là était vide à eux. Et c'était comme ça. Et qu'est-ce qui s'est produit? Le moteur a surchauffé. La propagande s'est faite, interdit d'interdire. Les gens ont mis un pied à terre et ont dit fini vos foleries. Mais comme l'être humain va toujours d'un extrême à l'autre, aujourd'hui, si vous vivez ce que vous vivez autour de vous, c'est à cause de ça. C'est justement ce principe-là d'éducation, d'aide à l'éducation parentale que je vous explique. Et nous pouvons mettre un pied sur le break
pour faire un stop à ça, pour faire une différence dans la vie de nos enfants à nous. Dans la vie de nos enfants à nous. Il y a 5 mots qui ne devraient jamais s'installer dans le cœur de nos enfants. Et là, c'est immensément important d'écouter ça. Il y a 5 mots qui ne devraient jamais être dans le cœur de nos enfants et qui peuvent se glisser et qui s'est glissé dans cette génération-là qui étaient nos grands-parents. 1930, 1940, 1950. Ces mots-là étaient dans leur cœur. Et pour les plus vieux, peut-être que vous allez vous en souvenir. Peut-être qu'on va faire ressortir quelque chose. L'amertume. Premier mot. Qu'est-ce que c'est l'amertume? C'est de la tristesse, de la douleur, de l'humiliation, de la nostalgie, du regret. Premier sentiment qui s'installe dans le cœur d'un enfant qui est tout jeune. L'amertume. La deuxième chose, le deuxième mot qui s'installe dans son cœur, c'est le ressentiment. Suite à l'amertume, il y a un ressentiment qui se développe. Et c'est le souvenir douloureux qu'on garde des injures et blessures avec ou sans désir de se venger. L'amertume s'installe. Ensuite, il y a le ressentiment qui s'installe. Ce qui s'ensuit ensuite, c'est l'hostilité. C'est un comportement d'inimitié ou d'opposition. Là, l'enfant commence à te tenir. Puis il tient. Puis il tient. Et dans ce temps-là, ben, si tu tenais à ton père, oh, que la volée que tu mangeais. Il sortait la strap de queue ou le bâton. Tu veux me tenir tête? Bang! Pas compris. Pas compris. L'obstruction. 4e phase. C'est des manœuvres tendant à retarder quelque chose. Et le pire mot, et ça ressort par l'extérieur, c'est comme un volcan qui saute, c'est la haine. Qu'est-ce que c'est la haine? Sentiment qui pousse à fuir, à repousser ce qui en est l'objet, ou même à l'attaquer pour le détruire. Violente aversion que l'on a pour quelqu'un, profonde répulsion que l'on a pour quelque chose. Quand vous voyez dans les nouvelles un homme qui prend une arme à feu et qui tire son père ou sa mère, est-ce que nous nous posons la question, est-ce que ces 5 mots-là étaient dans son cœur? Oui. Ça a monté tranquillement pas vite. Ça a été par gradation. Et là, on voit l'inexcusable arriver. Le meurtre de ses parents. Je n'approuverai jamais ça. Je ne justifierai jamais ça. Mais je te dis pourquoi c'est arrivé. C'est exactement ce qui est arrivé. Exactement ce qui est arrivé. Et on va dire tout le temps que, mais dans la définition, c'est marqué aussi que les enfants, quand ils grandissent, avec ces choses-là dans le cœur, dans l'âme, ont tendance à repousser, à fuir et à s'en aller. Si je vous posais la question, avez-vous tendance à aller comme un aimant après vos parents? Vous avez tendance à dire, ouf, je suis content, ils ne viennent pas en fin de semaine. Ah, je suis content, ils sont chez nous, ils sont dans une autre ville. Où on a tendance à avoir le désir d'aller vers eux. Nos enfants, c'est la même chose. Maintenant, on va parler d'actions concrètes, de gestes concrets. Et ceci, ce sont des règles générales. De tel âge, 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 de tel âge. La première tranche d'âge, c'est de 2 ans à 7 ans. Voici des règles générales. L'enfant de 2 à 7 ans n'est pas à l'étape de prendre une décision éclairée. Il n'est pas rendu à cette étape-là. Puis de faire des choix judicieux. Il est plutôt à l'étape d'apprendre 3 lettres de l'alphabet, qui sont O, B, I. Obéi. C'est les 3 premières lettres. Moi, j'agaçais souvent mes filles avec ça quand j'étais petite. Tu sais, hein, papa, il t'a monté 3 lettres parfois. O, B, I. Et on fait des farces encore aujourd'hui. Bon, oui, papa, on sait, si on est rendu adulte. Mais on fait des farces avec ça.
Mais ils sont rendus à l'étape d'apprendre l'obéissance. Chez nous, dans notre maison, il y avait seulement 2 règlements. Hein? 2 règlements? Ben oui. 2 règlements qui englobaient tous les autres. Le premier, c'était quoi? L'obéissance absolue des parents et le respect absolu des parents. Et ça, je peux vous dire, regardez, toutes les règles, ça concorde toutes vers là. Et là, on communique à l'enfant, on n'est pas des fous, on n'est pas des malades mentales. Ce qu'on veut, c'est ton bien. On remplit ton réservoir d'amour, de plein de belles choses, mais en contrepartie, il y a 2 règlements dans la maison. Tu obéis à tes parents quand on te parle, et tu nous respectes. Et tout le long de leur éducation, ces 2 règlements-là étaient toujours dans la maison. Mais savez-vous quoi? Ils sont encore dans la maison, même s'ils sont rendus adultes. Mais il y a des degrés différents. Exemple, pour les 2 à 7 ans, tu te couches à 7 heures. C'est non négociable. Tu te couches à 7 heures. Oui, final, c'est fini là. Ensuite, ramasse tes jouets après avoir joué avec. Tu joues, tu ramasses tes jouets, point final. C'est non négociable. Ils ne sont pas à l'étape de prendre les jouets, je dis, bon, je vais-tu ramasser mes jouets après avoir joué? Non. Si tu passes à un enfant de 2 à 7 ans, le petit gars, la petite fille, c'est bonne valeur, elle n'est pas rendue là. Dans son évolution psychologique, elle n'est pas encore rendue là. C'est à droite, à gauche, en avant, en arrière, tu fais ci, tu fais ça. Nous sommes les gens qui ont une faculté de réfléchir du pourquoi, du comment. L'enfant apprend un mode de vie. Et je vous donne un exemple. Qui trouve que ses enfants lui coupent toujours la parole? Ah! Que ce soit en Afrique ou au Québec, les enfants, ça coupe toujours la parole. Tout le temps! Comment régler ça? Un petit truc très simple. Émilie, ça a-tu marché? Ça marche, hein? Ah, c'est formidable. Et ça prend 2 secondes à appliquer. L'enfant vient te voir, tu parles avec quelqu'un, il te coupe la parole. Avant qu'il te coupe la parole, chez vous, en privé, tu lui dis, la prochaine fois que papa ou maman, on va parler ensemble, là, tu vois mon petit doigt ici, là, ben, ma poche ici, là. Mets ta main, prends mon petit doigt, ou mets ta main dans ma petite poche, et quand je vais avoir fini de parler avec elle, là, je vais te parler. Mais c'est un jeu, on joue ensemble. Et tu vas jouer au roi du silence. Quand papa ou maman va avoir fini de parler, à ce moment-là, je vais me tourner de bord et je vais te parler. Et si tu me coupes, le jeu est terminé et c'est fini, tu as perdu. Et ça marche. C'est instantané, l'enfant connecte avec ça, formidable. Et toi, tu viens de te déstresser. Voyez-vous, ils ne sont pas à l'étape de raisonner, ils sont à l'étape d'obéir. Obéir. Point final. C'est tout. Bon, maintenant, la correction physique. Ah, la correction physique, c'est la place, la chose qu'on aime le moins le faire au monde. Mais je vais vous parler de correction physique graduelle. OK? En passant à l'article 43 du Code criminel du Canada, voici ce qu'il dit. Tout instituteur, père ou mère ou toute personne qui remplace le père ou la mère est fondé à employer la force pour corriger un élève ou un enfant, selon le cas, confié à ses soins, pourvu que la force ne dépasse pas la mesure raisonnable des circonstances. Les juges ont déclaré que l'expression pour corriger de l'article 43 signifie qu'il faut que l'emploi de la force soit réfléchi et modéré, qu'il réponde au comportement réel de l'enfant et qu'il vise à contrôler le comportement, à maîtriser l'enfant ou encore à exprimer une désapprobation symbolique. Ils ont ajouté que l'enfant doit être en mesure de comprendre la correction et d'en tirer profit. Ce qui veut dire que l'article 43 ne justifie pas l'emploi de la force à l'égard d'enfants de moins de 2 ans ou d'enfants ayant certaines déficiences. Enfin, vous n'avez pas le droit de corriger physiquement vos enfants, selon l'article 43 du Canada, en bas de 2 ans. Si vous faites ça, vous serez poursuivi. Okay? Ça, c'est très important.
parce que comme pasteur, devant la loi, je suis obligé de vous lire des choses comme ça, le sujet que je m'apprête à parler. Les juges ont également précisé que l'expression raisonnable dans les circonstances de l'article 43 signifie que la force doit être passagère et négligeable et qu'elle ne doit pas avoir d'effet préjudiciable ni dégradant sur l'enfant. Selon eux, l'idée est de corriger l'enfant en tenant compte des circonstances plutôt que de la gravité de son comportement répréhensible. Selon la décision, l'expression laisse entendre également que la force ne doit pas être utilisée contre des adolescents, car elle risquerait de déclencher un comportement agressif ou antisocial. Elle ne doit pas non plus être appliquée au moyen d'objets comme une règle ou une ceinture et ne doit pas toucher la tête. Enfin, la majorité des juges ont conclu que bien que l'imposition de châtiments corporels ne soit pas raisonnable dans le contexte scolaire, les enseignants peuvent employer la force pour expulser un enfant de la classe ou faire respecter les directives. Donc, après vous avoir lu l'article de la Charte des droits et libertés, la Charte canadienne sur l'éducation et la correction physique, voici ce que je vais vous dire. La correction physique, de 2 à 7 ans, doit être graduelle. Ça, c'est très important. La première des choses, c'est l'intonation de la voix plus ferme avec un regard fixe dans les yeux. Hey! Premier exemple. Tu lèves la voix un peu plus fort. C'est pas friendly. L'enfant fait quelque chose qui ne marche pas. C'est pas amical. Hey! Ensuite, la deuxième étape, c'est une tendre repression, pas y étouffer le cou. Okay? On aurait envie de passer à cette étape-là, d'étouffer par le cou. Mais, je vais vous dire, une tendre repression, pas par le cou, les épaules, ou les bras, avec une intonation de la voix plus forte. Tu ne serres pas trop fort. Hey! Arrête! Qu'est-ce que je viens de te dire? Pas grave, l'enfant ne mourra pas si vous levez le ton. Puis, s'il vous plaît, si vous dites hey, s'il vous plaît, s'il vous plaît, arrête, s'il vous plaît. Non. C'est hey! Arrête. L'enfant n'a pas agi comme il faut. C'est drôle, hein, mais il y en a beaucoup qui font ça. S'il vous plaît, tu s'arrêtes, on n'aime pas ça, tu fasses ça. L'enfant, il est mort de rire. Tu dis le coco. En passant, si vous pensez que même à 6 mois, un enfant, c'est manipulateur. Pourquoi? Il pleure exactement, puis il a appris très vite que s'il pleure, tu vas le prendre dans ses bras. Ah! 6 mois, il est déjà manipulateur. Fait que pensez-vous que grand de même? Non, non, ils sont très wise, les petits. OK? Très, très wise. Ils sont très vite en plus de ça. Bien plus vite qu'on peut le penser. La gradation suivante, l'enfant ou pas, tu prends l'enfant, tu le mets dans un coin, dans le salon. S'il vous plaît, mettez-le pas dans sa chambre. Hey, ma mère, quand elle me mettait dans ma chambre, j'étais heureux, il y avait plein de jouets. C'était le fun. Elle me punissait, mais mort de rire. Enfin, j'ai dit à ma mère, ça m'a tellement rendu service de fou. Je n'entendais plus crier, puis j'allais jouer. Pas dans sa chambre avec les jouets, dans le salon, assis à terre, et là, tu lui dis, je te mets là, dans le coin, pourquoi? Parce que telle raison, telle raison, telle raison. Et tu vas pouvoir revenir si tu reviens avec une belle attitude. Ou si tu as compris pourquoi je t'envoie là. Tu comprends pourquoi je t'envoie là et tu reviens avec une belle attitude. C'est toi qui vas décider, mon enfant, du temps que tes 2 petites fesses vont rester assises sur le plancher. C'est toi qui vas décider. Si tu veux rester entêté, reste là, il n'y a pas de problème, j'ai d'autres choses à faire. Tu restes là. 2 conditions, tu reviens avec une belle attitude et tu comprends pourquoi tu es allé dans le bois. Et quand ça ne marche pas, là, on est rendu. On va attendre. Non, c'est pas vrai. Quand on est rendu là et ça n'a pas fonctionné, il y a une façon de corriger un enfant que ce que moi j'ai utilisé, et j'ai réfléchi à la sauce longtemps quand j'étais plus jeune.
Le but n'est pas de faire mal à l'enfant. Ce que j'ai fait, et là, vous allez rire de moi, là. Ce que j'ai fait, à un moment donné, je suis allé dans la chambre de bain, j'ai baissé mes culottes, et je me suis donné une tape sur la cuisse pour voir qu'est-ce que ça faisait. Oh, je me suis calmé le pompon, ça a fait mal. Puis là, moi, je regarde ma main, là. Qui veut avoir une claque de moi sur sa fesse? Qui veut l'avoir? Bonne chance. Okay, regardez ma main, là. Imaginez-vous, les petites filles. Tout petit. Puis là, je me lève les manches de même. Puis là, j'aurais arrivé, puis j'aurais fait ça avec mes enfants. Ça vous tente-tu? Imaginez-vous, un petit enfant. Hé! Mon but n'était pas d'imprimer dans leur cerveau, dans leur tête, une crainte d'un père vengeur qui veut frapper ses enfants. Non, pas du tout. Voici ce que moi je faisais. Première des choses, je n'ai jamais frappé mes enfants en public devant tout le monde. Le but n'est pas d'humilier l'enfant, et si on le fait, on va l'humilier. C'était toujours à part. Et moi, j'utilisais la chambre de bain. Ce que je faisais, c'est que je prenais l'enfant, sa tête par là, et j'y coinçais les petites jambes dans mes jambes, puis comme ça. Et là, je préparais ma main, et jamais avec la main, mais toujours avec le bout des doigts. Le but n'est pas de faire mal, le but de saisir. Et là, je me calmais avant de corriger. J'aimais sous l'effet de la colère. J'étais capable de tenir là, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, je me calmais. Et là, des petits gestes. Pas pour fendre, pas pour blesser, pas pour humilier, mais pour saisir. C'est comme ça que j'ai fait. Mes filles aujourd'hui, elles me détestent. Elles m'haïssent. Elles veulent me tuer tellement je leur ai fait mal. Pauvres enfants, je les ai toutes déboîtés. Ils ont mal aux hanches et au dos aujourd'hui. Ils ont été martyrisés, ces enfants-là. C'est incroyable. Pensez-vous que c'est vrai? Non. Mes filles me collent toujours aujourd'hui. C'est pas parce que vous corrigez vos enfants que vos enfants vont vous haïr. Le but est de saisir et non de faire mal. Maintenant, 8 à 16 ans. Là, on est dans la section de plus obéissance. Oui, mais ça change. On est dans la section de mettre des outils dans leur coffre d'outils. Là, on change. 8 à 16 ans, là, on prend des outils de notre expérience et on les équipe. On commence à les équiper. La première des choses, jusqu'à 10 ans, même avant ça, la correction physique, on arrête ça. Parce que tu vas voir qu'à un moment donné, ça grossit un enfant, c'est dur à tenir. Hein? Baba, tu te vois-tu avec Ruben? Ruben, il est plus grand que son père, je pense. T'as quel âge, Ruben? Comment? 15 ans. Lève-toi debout. Tu me vois-tu prendre un gars de même? Ça n'a pas d'allure! Arrête, ça n'a pas de bon sens, ça ne tient pas la route. C'est fini ce temps-là, là. Arrête ça, là. Décroche. Tu te vois-tu dans la chambre de bain avec Ruben? Ça n'a pas de sens. On arrête. On passe à autre chose. Là, on passe à une autre étape. Et la correction physique, là, c'est la dernière affaire en ligne de course qui, le plus possible, à ne pas utiliser. Vraiment le plus possible à ne pas utiliser. Mais là, vers à peu près 8-9 ans, là, on commence à se laquer. Là, on arrête là, à un moment donné. Là, wow. OK? Parce qu'on tombe en mode réflexion. Et voici comment on arrive avec ça. Réflexion ouverte sur les pour et les contre en posant des questions. Là, on commence, pourquoi on leur pose des questions? Parce que là, on est en train de les faire réfléchir, on les équipe. On ne veut pas des robots qui obéissent au doigt et à l'œil jusqu'à 20 ans, puis quand ils arrivent dans la vie, ils sont... Comment ça se fait, c'est un steak? Comment on fait pour mettre du beurre sur nos toasts? Malheureusement, aujourd'hui, c'est comme ça. Donc, nous, si on ne veut pas des enfants niaiseux, stupides, il faut les équiper. Donc, la première des choses, réflexion ouverte sur les pour et les contre, puis on pose des questions. Et là, on leur montre à se servir de la faculté de raisonnement. À partir de 8-9 ans.
Là, vous commencez à leur faire des pour, des contre, développer leur faculté de raisonnement. La deuxième des choses, des réflexions sur le bien et sur le mal de leur action, pourquoi, qu'ils ont commis, afin de développer leur conscience. Il y a la faculté de raisonnement, mais aussi leur conscience. Tu les parles, bon, tu as fait ça. Est-ce que tu penses que c'est bien ce que tu as fait? Pourquoi c'est bien? Ça, c'est mal. Pourquoi c'est mal? Est-ce que tu penses que tu as attristé ton ami à l'école, ou ta grand-mère, ou ton père, ou ta mère? Papa, il a de la peine quand il a dit ça. Maman a de la peine quand il a dit ça. Fait qu'on développe leur conscience morale. Ensuite, on a des discussions intelligentes avec eux autres. Ils ne sont pas fous, nos enfants. Là. Souvent, on a des parents qu'on a vu dire à leurs enfants, écoute, tais-toi là, puis fais ce que je te dis. Ils sont rendus à 30 ans, tais-toi, fais ce que je te dis. Il n'y a pas de discussion possible avec ses enfants. C'est la pire des erreurs qu'on peut pas faire. Avoir des discussions intelligentes. Pourquoi? Parce qu'on veut développer leur sentiment d'appartenance familiale. Moi, je me souviens quand c'était le temps des fêtes, quand j'étais jeune, tous les adultes étaient dans un coin, puis les enfants étaient dans un autre coin. Puis là, on mangeait tout ensemble, puis les enfants, puis je finissais par aller m'endormir sur une pile de manteaux sur le lit. En le temps des fêtes. Tu te souviens de ça, Maxime? Hein? Combien de fois tu t'es senti mis de côté pendant que c'était le temps des fêtes? Tout le temps. Tout le temps. Oh! T'as quel âge? 23. Il y a 23 ans. Voyez-vous? C'est pas fou, là. Il est en train de vous dire, et il vous dit que c'est ça la réalité. Pourquoi? On n'a pas de discussion intelligente avec nos enfants. On les montre, on les met de côté. Puis ça, là, c'est quoi? Il faut avoir des discussions intelligentes avec nos enfants pour développer leur sentiment d'appartenance familiale et leur leadership. Les enfants, aujourd'hui, manquent beaucoup de leadership. Pourquoi? Parce qu'on ne développe pas ce sentiment-là. Développer leur opinion, de parler avec eux autres. Et il est primordial, et là je vous dis primordial, il est primordial de développer notre amitié avec nos enfants. Nos enfants ne sont pas des exécutants, ils sont nos égales, que nous sommes en train d'équiper, et il faut développer une amitié profonde avec nos enfants. Pensez-vous que j'étais à l'étape de corriger mes filles, 22 et 24? Non, mais je suis ami avec eux autres, par exemple. Je suis très ami avec mes filles. Nous avons presque terminé. De 16 à 20 ans. Oh, que là, ça, c'est la période dure pour les mères. Oh! Mesdames, je vous vois rire, je vous connais par cœur. C'est l'étape extrêmement dure, 16 à 20 ans, surtout pour les mamans. Il faut lâcher la tension de la corde. Ouvrir les mains. Il faut les responsabiliser de plus en plus. Il faut leur faire confiance. Et quand ils vont faire des erreurs, eh bien oui, ils vont faire des erreurs. Ils vont en faire des erreurs. Et là, comment vous allez les accueillir? Avec votre bâton que vous avez gardé pour les frapper, hein, toute leur vie. Tu as fait une erreur, bang! Non! Vous allez les regarder avec un regard d'amour. Et là, vos yeux sont rendus à la même égalité que les leurs. Vous allez les regarder avec un regard d'amour, de patience, de bonté, de pardon pour les erreurs. Et il faut les accompagner et demander-leur de trouver une solution pour les gaffes qu'ils ont faites. Il faut lâcher du lousse tranquillement, pas vite, tranquillement, pas vite, lentement, mieux ça. Et là, il y a la phase de 20 ans et plus. Qui a des enfants de 20 ans et plus ici? Vous allez reconnaître ce que je dis. Et savez-vous quoi? Tous les parents, un jour, vous aurez des enfants de 20 ans et plus. Et ça va vous arriver assez vite, vous allez voir. On est rendu à l'étape, quand on est parent d'enfants de 20 ans et plus, même 19, 20, on doit être un phare. Qu'est-ce que ça fait un phare? Un phare, ça coûte très vite. Hein? Tu sais, un phare là, pour avertir les bateaux, là,
Ça court vite, ça s'occupe de plein de choses. Puis là, mon ami, hein? Non. Un phare, qu'est-ce que c'est? Et moi, j'appelle ça la position du phare. Présentement, avec mes filles, je suis comme ça. Je reste là, j'attends, et mes enfants viennent de plus en plus. En bas d'un phare, ils ont au moins 20 portes. Non, il n'y a une porte. Les enfants, pas les enfants, mais les personnes, ils rentrent dans le phare par cette porte. Vous êtes un phare et vous avez un cœur, et savez-vous quoi? C'est ça la porte de votre phare, votre cœur. Vous ouvrez votre cœur en attendant. Et là, vous allez donner votre lumière d'expérience, comme un phare. Un phare, ça éclaire loin, ça éclaire tout le temps. Vous restez en place et vos enfants vont venir à vous. Et vous allez les éclairer par votre expérience, par votre sagesse, vos paroles dites à propos, votre expérience. La pire gaffe aussi qu'on ne peut pas faire et que beaucoup de parents font, c'est de s'incruster dans la vie de leurs enfants. Ne vous incrustez pas dans la vie de vos enfants. Et ça, pour les mères, c'est 1000 fois plus dur que pour les pères. Pourquoi? Depuis qu'ils sont au monde, vous avez été là. Les petits ci, les petits ça, vous êtes occupé de ci, ça, faire ci, faire ça, faire ci, faire ça. Et lui, le gars, il était parti, il travaillait, il faisait d'autres choses, tout ça. Et les mamans sont très comme ça. Et là, en grandissant, ils ont oublié que les enfants grandissent, puis ils voient encore l'enfant comme un tout petit. Ah, je vais plier ton linge. Ouais, écoute, il est capable de 22 ans, il est capable de plier son linge tout seul. Voyez-vous, il faut lâcher prise. Et voyez comme un privilège que vos enfants qui sont rendus adultes vous ouvrent leur cœur, qui vous partagent des choses. Qui vous partagent des choses. Ce que j'ai eu comme exemple, quand j'étais jeune, c'est mes beaux-parents. J'ai vu ma belle-mère, puis j'ai vu mon beau-père. Donc, les parents de Suzy, les parents de Nadia. Et j'ai vu aller. Tes parents sont-ils parfaits, Nadia? Ben, ça vous quoi? C'est ça? Ça, c'est ça qu'ils ont fait. Ils l'ont fait avec moi. Mon père ne s'est jamais incrusté dans ma vie pour me demander plein d'affaires. Il a attendu que je vienne le voir. Combien de discussions j'ai eues avec? Mon père, je le considère comme mon père. OK? Fait que voyez-vous, mon beau-père, comme moi je fais avec mes filles, c'est comme un aimant. J'ai envie d'aller le voir. Mes filles ont envie de venir me voir. Ils ont envie d'aller voir ma femme. Pourquoi? Pourquoi on est rendu à cette étape-là? Et une dernière chose, ne leur montrez pas à éduquer leurs propres enfants. Ne leur dites pas comment éduquer leur enfant. Taisez-vous. Vous êtes des forts. Combien de grands-mères sont arrivées dans la vie de leurs filles? Ouais, tu ne devrais pas faire ça de même, tu devrais faire ça de même. Tu devrais dire ça à tes enfants, pas leur dire ça, tu devrais faire ci, pas ça. En tout cas, moi, si j'étais à ta place, hey, sois juste des parents, tu es un fort, attends qu'ils viennent te voir. La parole de Dieu nous dit, mêlez-vous de vos affaires, que chacun s'occupe de ses propres affaires. C'est ça que la parole de Dieu dit. Donc, quand tu es rendu à l'étape que tes enfants ont des enfants, comme ce qui s'en vient pour moi, je n'ai pas d'affaire à aller m'incruster dans la vie de ma fille Jessica qui est mariée avec Nicolas. Je lui ai fait une promesse quand ils se sont mariés. La journée que Nicolas, tu vas mettre la bague au doigt de ma fille, tu prends les responsabilités de ma fille, comme étant ton épouse, ta femme, ton ami, et jamais je vais venir m'incruster ou rentrer dans votre vie. Je vais vous demander la permission, puis je vais attendre que vous autres, vous venez me voir. À tous les semaines, 2 fois par semaine, je les appelle. Voici, moi et Suzy, tout ce que je vous ai enseigné là pendant 3 dimanches. Aujourd'hui, nous récoltons avec bonheur ce que nous avons semé avec douleur. Ce
que nous avons semé avec douleur, sacrifice, amour, patience, souffrance, nous récoltons aujourd'hui avec bonheur des belles choses. Et c'est ces principes-là que je vous ai partagés pendant 3 dimanches que nous avons appliqués. De façon parfaite? Pas du tout. Avec des manquements? Tout à fait. Mais dans l'ensemble général de la chose, c'est ça qu'on a appliqué. Et c'est ça qui a fait la différence. Et ces choses-là ont été appliquées par mon beau-père, ma belle-mère, qu'eux, le parent, c'était différent, très différent. Mon beau-père et ma belle-mère ont décidé de mettre un pied sur le break et de dire non à ce genre d'éducation-là. Et ils ont fait avec ce qu'ils avaient, malheureusement. Mais ils ont quand même très bien réussi. Leurs enfants en ont bénéficié, les maris en ont bénéficié de comment les 2 filles ont été éduquées. Et maintenant, leurs petits-enfants bénéficient et leurs arrière-petits-enfants aussi bénéficient parce que eux, il y a plus de 40 ans, ont décidé de prendre le verre qui était plein de cochonneries, le jeter, nettoyer et de mettre de l'eau propre dedans. Peu importe ce que vous avez reçu comme éducation, il n'est pas trop tard pour faire le ménage dans le verre sale et de repartir sur de bonnes bases pour donner le meilleur à vos enfants.